Eh ben, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour parler de podcasts d'information et d'actualité. Moi je suis Thomas Rozek, je suis rédacteur en chef et animateur de Programme B, qui est le podcast d'actu quotidien de Binge Audio, qui est un studio de podcast indépendant. Le programme existe depuis presque un an maintenant, on fêtera ses un an le 12 novembre, on publie ce soir notre 200e épisode, voilà, c'est une forme d'anniversaire. Et Jules, je te laisse te présenter comme un grand. Bonjour, je m'appelle Jules Lavie, je suis rédacteur en chef et présentateur de Code Source, donc le podcast d'actualité du Parisien quotidien qui a démarré en mai dernier. Et nous, on approche du 100e épisode, ce sera dans quelques jours. Et voilà, et donc on est là pour parler de nos podcasts d'actualité et répondre bien sûr à vos questions dans un second temps. Tout à fait. Ouais. On s'était dit en préparant, parce qu'on a quand même un peu préparé, même si ça n'a pas l'air, en préparant cette discussion, qu'on allait peut-être commencer par vous expliquer comment on fabriquait au quotidien une émission, parce que c'est ce qui fait la spécificité de ce travail sur l'actualité, c'est que c'est un travail quotidien, alors que le podcast c'est plutôt un temps long, et que d'habitude on travaille plus par collection, c'est-à-dire qu'on va avoir déterminé un thème, un volume d'épisodes, et qu'on va préparer 10 épisodes sur tel thème, qu'on va se donner le temps de les faire, qu'on va les publier tous d'un coup. Et c'est plutôt ça la temporalité habituelle du podcast. Maintenant, avec l'arrivée progressive, en tout cas sur le marché français, des podcasts d'actu quotidien comme nous on peut faire, les rythmes de travail ne sont pas du tout les mêmes, même si c'est pas non plus exactement la même chose que ce qu'on a connu, parce qu'on est deux anciens de France Info, par ailleurs. C'est pas exactement les rythmes qu'on connaît dans un média quotidien classique d'audio parlé, type la radio. Il y a un système de fabrication qui est un peu différent. Pour ce qui est de Programme B, ce que je peux vous raconter, c'est qu'en gros, le schéma est assez simple. On va déterminer des sujets qui nous semblent être dans l'actu globale. On a plutôt une vision, nous, qui est pas d'actu brûlante, plutôt du tiède, une vision plutôt magazine de l'actualité. Moi j'aime bien dire que quand on écoute 5 épisodes, les 5 épisodes de la semaine de Programme B, c'est un peu comme si on feuilletait tous les jours 4-5 pages d'un news magazine, comme on le ferait le week-end une fois qu'on l'a récupéré et qu'on le lit chez soi. Donc il y a cette idée d'avoir une vision assez mag de l'actu, mais qui est une emprise quand même dans l'info assez brute. Ce qu'on va faire, c'est donc on va déterminer avec un temps d'avance de 5 ou 6 jours à peu près, même si des fois on peut être rattrapé par des actus un peu plus rapides, des thématiques qui nous semblent fortes, avec à chaque fois une problématisation, c'est-à-dire qu'on essaie le plus possible de résumer l'info à une question qu'on a envie de poser. On va chercher le ou la bonne interlocuteur ou interlocutrice pour y répondre, et on va consacrer à chaque fois, nous, 20 minutes à cette question. Donc on a une fabrication comme ça un peu au long cours, c'est-à-dire que l'épisode du jour est fabriqué le jour même, souvent, il est monté, mixé, réalisé le jour même par le réalisateur ou la réalisatrice qui s'en occupe, mais souvent il a été tourné quelques jours auparavant, dérushé 2 jours avant. J'ai écrit mes micros, qui sont en gros l'introduction, éventuellement quelques micros au cœur du podcast, et les micros de conclusion, je les ai écrits la veille, enregistrés la veille souvent, il est monté le jour même, on l'écoute, on le valide. Lorraine, qui est dans la salle, qui est la productrice, va écouter juste après l'épisode qu'on publie ce soir, et on le valide, on le diffuse, et voilà. C'est en gros le processus de fabrication, on va dire très global, mais pour Jules c'est légèrement différent, parce que la structure est un peu différente. Oui, alors donc pour nous, alors c'est vrai que ça se ressemble pas mal dans les grandes lignes. En gros, on lance les sujets 3 semaines, 2 semaines en avance. On est nous aussi de fait sur une ligne magazine nécessaire vu les délais de fabrication, c'est-à-dire que pour produire un épisode de Code Source, en général, ça prend 2-3 jours. Déjà, on demande de la documentation aux documentalistes du Parisien. Après, la lecture de la documentation, ça prend 3-4 heures. L'écriture de l'épisode, c'est des questions en fait qui vont être autant de balises, autant de jalons pour que le journaliste du Parisien nous raconte l'épisode. Ça va prendre 1 heure. La particularité de notre podcast au Parisien, c'est qu'en fait on s'appuie sur la rédaction du Parisien. Donc il y a 400 journalistes au total, plusieurs services. Il y a aussi une dizaine de journalistes par département en Île-de-France, plus une dizaine de journalistes sur l'Oise. Donc on s'appuie vraiment sur un travail de terrain. Et dans 4 épisodes sur 5, c'est un journaliste du Parisien qui nous raconte le fond de son sujet, qui nous raconte l'histoire. Et on a un épisode sur 5 qui est un reportage audio fait par Claudia Prolongeau, donc là où c'est vraiment beaucoup plus du récit témoignage avec des gens rencontrés par Claudia Prolongeau. Et donc, pour que le journaliste du Parisien soit à l'aise pour nous raconter son histoire, on lui donne les questions 1 jour, 2 jours en avance.
Comme ça lui permet aussi de réviser. Souvent, on les interroge sur des sujets qui traitent depuis quelques mois, voire quelques années. Parfois sur des sujets qu'ils découvrent, c'est-à-dire des sujets qui viennent de découvrir et qui creusent pour leur papier. Donc après on fait l'interview en général elle dure 40 minutes, on la réduit à 20 minutes, enfin 17 minutes dans ces eaux-là, et après avec les archives, avec les petites musiques, on tombe sur un épisode qui fait dans les 20 minutes, mais il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. L'idée c'est vraiment juste de faire la durée, une durée la bonne durée, c'est tout l'intérêt du podcast aussi par rapport à France Info. Et donc tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Et d'où une ligne magazine. Après, on reste le quotidien d'actualité, le podcast quotidien d'actualité d'un journal. Et donc, on est un peu plus sur le show, je pense, que Programme B. Mais c'est vraiment pas facile pour un podcast. Typiquement sur la mort de Jacques Chirac, on s'est mis dessus à midi avec une idée facile à faire, c'est-à-dire aller voir des journalistes de la rédaction pour leur demander des anecdotes, des choses vécues dans le cadre professionnel avec Chirac. Et du coup, on a pu le mettre en ligne à 19h30. Donc en gros, j'ai été faire les petits bouts de son dans la rédaction. J'ai fini de monter vers 4h, 4h30. J'ai fini le micro à 17h30. Et ça a été mixé entre 17h30 et 19h30. Et on l'a publié à 19h30. Donc c'est bien, mais en même temps, on ne ferait pas ça tous les jours. Et voilà. C'est un bon cas d'école de la différence d'architecture entre on va dire nos deux structures, quelque part. C'est-à-dire que nous, pour fabriquer au quotidien cette émission, on est trois, en gros, trois équivalents temps plein. Il y a moi, il y a Laurent Bess qui est la productrice de l'émission, qui s'occupe de, en gros, toute l'organisation de l'émission, à la fois d'être ma sparring partner pour trouver des sujets, d'être la personne qui va trouver les intervenants et d'être celle qui organise le process de fabrication de l'émission. Et il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui va fabriquer ça. Mais on n'est que tous les trois. Et donc il faut après aller chercher des intervenants, il faut que je me déplace éventuellement dans Paris pour aller les voir, voire hors de Paris, parce que des fois on a ce luxe-là. Parfois, pas toujours, ou qu'on les reçoive en studio. Donc voilà, c'est toute une organisation qui est légèrement différente. Mais du coup, la mort de Jacques Chirac, c'est un bon exemple. Nous, c'est un sujet qu'on ne pouvait pas traiter, typiquement. Qu'on ne pouvait pas traiter, en tout cas, le jour même. On ne l'a pas encore traité. On espère le traiter dans quelques temps. Du coup, ça nous force, nous, à trouver des angles un peu différents que le simple factuel. Parce que de fait, nous, on n'est pas armés pour affronter du factuel pur et dur. Mais donc, c'est intéressant parce que, effectivement, toi, on va dire la puissance de Code Source, quelque part, c'est d'être adossé à cette rédaction du Parisien. Est-ce que ça joue dans le choix des sujets, par exemple ? Oui, ça joue complètement. Comment dire, on va piocher chaque jour, chaque semaine, dans des sujets qu'on trouve intéressants et super dans le Parisien. Il se trouve qu'il y en a plein. J'ai parlé de l'ancrage local avec les éditions du Parisien. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Je pense que c'est la seule rédac nationale qui a une dizaine de journalistes dans chaque département de l'Île-de-France. C'est vraiment pas rien. Et du coup... ce qui se voit dans le Parisien, c'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, il y a des sujets des locales qui montent au national. On essaye de le faire aussi en podcast, c'est-à-dire que chaque jour, je feuillette les différentes éditions des différents départements du Parisien, et je surveille ce qui se fait. Et donc, on va essayer de chercher des sujets comme ça. Et c'est pareil pour tous les sujets. Pour tous les secteurs, y compris par exemple les courses hippiques. Il y a eu le prix de l'Arc de Triomphe. Il se trouve qu'au Parisien, il y a un service course. Et donc du coup, les spécialistes du service course ont pu nous raconter l'histoire du meilleur jockey au monde. Et c'est une chance, voilà, de pouvoir s'appuyer sur plein d'expertises dans les différents services, les faits divers notamment aussi. Voilà, il y a beaucoup de matières. En fait, finalement, il n'y a qu'à se baisser pour avoir et les sujets et les gens pour nous les raconter. C'est quand même... globalement très pratique en fait. Oui. Donc effectivement ça joue complètement sur le choix des sujets. Il y a des sujets sur certains secteurs, sur certains sujets qui sont assez rares heureusement, mais on n'a pas forcément les bonnes personnes sous la main et donc c'est des sujets qu'on ne traite pas. On fait avec ce qu'on a quelque part, mais je trouve que c'est à mon sens une super matière première. Globalement vraiment. Ouais. Après sur les reportages c'est un peu différent parce qu'on peut aller, on choisit... Claudia peut aller sur un reportage qui n'est pas forcément traité dans le print. Dans ce cas-là, oui, mais sinon, effectivement, on s'appuie vraiment sur le travail de la rédaction print et web. Quoi. C'est vraiment le mieux. Ouais. Il y a eu une interview d'une dame d'un certain âge, je pense
sur la période Une résistante de résistante, voilà, Hélène exactement. Et là, on entend un audio. Donc ça veut dire que le journaliste, habituellement, peut-être prenait des notes et aujourd'hui, il va avec du matériel spécifique en vue de l'enregistrement d'un podcast. Alors non, en fait il y a une productrice qui s'appelle Clara Garnier-Amouroux, ça peut être aussi Jeanne Boézek, qui va avec le journaliste print, qui prend avec un zoom concrètement, avec un petit enregistreur numérique, et qui prend des sons pour l'épisode. Ça dépend des épisodes en fait. Typiquement on a fait un sujet Mediator avec Marc Paillet, qui est l'un des spécialistes santé du Parisien. Clara Garnier-Amouroux a été... alors elle n'était pas avec Marc à ce moment-là. Elle a fait une victime du Mediator, elle a enregistré, et la victime vient régulièrement dans l'épisode un peu comme un fil rouge, et Marc Paillet, le journaliste, lui amène son expertise et nous raconte ce scandale sanitaire du Mediator. Donc voilà, donc en fait on peut aussi aller faire des sons pour illustrer, mais les journalistes ne font pas, les journalistes print ne font pas les sons eux-mêmes. Typiquement des fois ils me demandent est-ce que je peux prendre des sons avec mon dictaphone, et en gros je vais dire non parce que le son sera pas de bonne qualité, donc voilà. Nous, on n'a pas de rédaction au sens strict. On commence à en fabriquer une au fur et à mesure. C'est-à-dire que le Binge, donc, le studio auquel moi j'appartiens, a toute une galaxie de programmes qui se sont créés sur des thématiques assez différentes les unes des autres. Et il arrive souvent que maintenant, nous, on essaye de mettre en valeur le travail justement de ces différents podcasteurs et podcasteuses qui viennent comme experts ou comme co-intervenants dans l'émission. Donc c'est vrai qu'on recrée, nous, quelque part, des réflexes de rédaction. Comme quoi les vieux réflexes médiatiques ont la vie dure, même dans les nouveaux médias, et on s'approche d'un système de fonctionnement qui évidemment est très loin de 400 journalistes, mais c'est une petite douzaine de personnes qui comme ça deviennent des personnages d'intervenants réguliers de Programme B, et qui m'aident aussi à trouver des sujets évidemment et à concevoir des émissions. Tu voulais intervenir? J'ai une question. Vas-y, pose-moi une question. J'ai préparé cette intervention. C'est Est-ce que vous avez des épisodes types en fait? Ouais, on a des typologies d'épisodes. On s'est rendu compte que ça nous aidait des fois à penser l'actualité tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'est créé comme ça un peu des exercices qu'on fait de temps en temps. C'est-à-dire notamment, par exemple, parler de politique, ça m'intéressait, on va dire globalement, parce que je suis journaliste, c'est normal, mais je voulais pas le faire de manière trop classique ou trop traditionnelle. Je voulais vraiment qu'on essaye de trouver une manière de traiter strictement les sujets politiques, vraiment politique. Du coup, on l'a fait par... on a choisi une option qui est assez classique aussi, mais dans sa forme un peu différente, qui est celle du portrait, et du portrait en creux. C'est-à-dire qu'on fait des épisodes qu'on appelle les Qui êtes-vous, et c'est à chaque fois un personnage politique qui est dans l'actualité, qu'on va nous traiter par la vision qu'en ont des anciens collaborateurs, des proches, des gens qui travaillent avec lui actuellement, des journalistes qui le suivent aussi beaucoup, parce que nous on fait beaucoup intervenir de nos confrères, notamment de la presse écrite, qui sont souvent très demandeurs et très contents de venir raconter, expliquer leur travail, de donner les coulisses, de donner des clés de compréhension du boulot qu'ils font au quotidien, où des fois il est un peu contraint dans l'espace qui leur est réservé dans la presse écrite, et du coup qui sont très heureux d'avoir plus d'espace pour raconter. Donc voilà, c'est un type d'exercice qu'on peut faire. Après, on a aussi tout ce qui est de l'ordre du reportage, qu'on essaye d'intégrer le plus possible. Alors, évidemment de manière réduite, parce que le reportage ça coûte très cher à financer et qu'on n'a pas forcément des moyens délirants, mais on essaye comme ça de payer des collaborateurs, des collaboratrices extérieures, des pigistes pour travailler pour nous. L'année dernière on le faisait un peu comme Code Source tous les vendredis, on avait un reportage, l'émission était faite par un pigiste ou une pigiste, c'était un reportage d'une trentaine de minutes. Cette année on a choisi une option un peu différente, on fait une semaine par mois une série de 4 épisodes, donc avec une thématique plus au long cours, avec du coup une structure narrative un peu plus ambitieuse sur des gros sujets. On a par exemple la prochaine qui est prévue pour la fin du mois d'octobre sera sur la famille Sackler, qui est en gros la famille qui est responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis et qui a été tournée par un journaliste aux États-Unis pour nous et qui l'a fabriqué et qu'on est en train de monter. Donc voilà, on essaie de monter en gamme comme ça sur cette deuxième saison de Programme B, et on intègre de plus en plus de reportages. Et vous avez des types d'épisodes, Jules? Tout ça est très naturel. Oui, alors en fait on a l'épisode reportage, il se trouve qu'on a tourné ça le plus possible en récit témoignage. Pourquoi je vais revenir après, mais enfin c'est en lien. L'idée c'est d'avoir un épisode narratif et avec une histoire à chaque fois, qu'on part d'un point de départ et qu'on ait autant que possible des rebondissements, qu'il se passe des choses et qu'on se demande comment ça va se terminer. Et donc ça c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible dans le cadre des récits avec les journalistes du Parisien qui viennent raconter leur sujet, et on essaye de faire un peu la même chose en reportage. Donc
Encore une fois, ça fait souvent des témoignages, donc c'est vraiment quelqu'un qui raconte son histoire sur un quart d'heure, par exemple, pour créer cet effet de narration. Donc on a le reportage, on a les récits avec des journalistes du Parisien qui nous racontent leur sujet. Ça peut être un journaliste, 2 journalistes ou 3 journalistes. Dans ces récits, le gros des récits, on fait beaucoup de personnalités en fait, donc ça peut être des personnalités politiques, ça peut être des personnalités du sport, de la société. On prépare par exemple un épisode sur Éric Dupond-Moretti. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on fait régulièrement. Après on fait aussi des fois par exemple l'histoire d'une mesure, par exemple la PMA pour toutes. Entre le moment où c'est annoncé ou le moment où ça va être appliqué, il s'est passé beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce temps-là? On prépare un épisode du même type sur les 80 km/h. Comment ça s'est passé? En gros on va raconter l'histoire des 80 km/h. Là l'actualité, le Parisien prépare un sujet là-dessus pour cette semaine sur le fait que beaucoup de départements en fait renoncent à repasser à 90 km/h parce que ça coûte cher, parce que c'est une responsabilité que les élus locaux n'ont pas envie de prendre. Donc nous on va se greffer là-dessus pour décliner ça en épisode. Donc voilà, donc en résumé il y a le reportage, le récit, et dans les récits c'est en gros soit personnalité, soit une mesure où typiquement on a fait un épisode sur Rouen, on a remis bout à bout les éléments dont on est certain aujourd'hui sur Rouen pour refaire un peu le film des événements. Voilà les 3 typologies d'épisodes de Code Source. Nous, il y a un nouveau type qu'on teste aussi, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est sur la narration. On fait des épisodes cette année, ponctuellement, à peu près une fois tous les 2 semaines, qui sont purement narratifs. C'est-à-dire que c'est en gros uniquement moi qui raconte pendant 20 minutes un fait d'actualité ou une histoire d'actualité assez globale. Tu parlais de Rouen. Par exemple, nous, la manière qu'on a trouvé de le traiter, c'est aussi une manière pour nous de traiter des actus auxquelles on a plus difficilement accès. C'est-à-dire que Rouen, au-delà de nous du factuel pur et dur, j'aurais pas pu forcément faire quelque chose d'extrêmement déterminant, enfin qui ne nous aurait pas aidé à nous différencier plus que ça que la production classique de grosses rédactions qui évidemment n'ont pas la même puissance de frappe que nous. Du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de raconter pendant 20 minutes l'histoire de Seveso, c'est-à-dire de remonter à la source de pourquoi les usines Seveso s'appellent Seveso, c'était à cause d'une catastrophe industrielle en 76 en Italie, à côté d'une ville qui s'appelait Seveso. Et du coup, c'est de re-raconter tout ça, où on trouve en fait énormément d'éléments qui permettent de comprendre, en regardant ce qui s'est passé à l'époque, on comprend assez bien pourquoi on gère aussi mal ce type de catastrophe aujourd'hui, parce qu'en fait les choses n'ont pas beaucoup changé en plus de 40 ans. Du coup voilà, nous c'est un nouveau mode qu'on a trouvé, et ça permet aussi de traiter des fois des actus un peu plus légères. Je pense à un épisode qu'on a fait assez récemment sur la zone 51, la fameuse zone 51 dans le Nevada, où on a raconté en gros l'histoire de la zone 51, pourquoi c'était tellement une source de fantasmes autour de la présence extraterrestre ou des rencontres entre hommes et extraterrestres. Et en fait c'est une espèce d'histoire inversée de la guerre froide. C'est ce dont on s'est rendu compte en le fabriquant, que c'était en lien énormément avec la grande peur autour de la guerre froide et de la peur de l'hiver nucléaire. Et donc voilà, c'est une manière de traiter de choses des fois soit qui sont très très chaudes dans l'actu mais auxquelles nous on a plus difficilement accès, soit de choses plus légères mais de manière assez érudite, et ça nous plaît plutôt bien. Voilà ce que je peux dire. Oui, et sinon, pour revenir sur le côté narratif, moi c'est un truc qui me tient pas mal à cœur parce que donc j'ai 42 ans, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, mais depuis le début, depuis que je travaille, à chaque fois on me dit il faut raconter des histoires, les journalistes racontent des histoires, raconte-moi une histoire. Et c'est très amusant parce que quand on m'a appelé en fait pour ce podcast, je me suis tout de suite dit il va falloir que j'apprenne à raconter des histoires. Je me suis, en plus c'est assez amusant parce que je me suis toujours trouvé nul pour raconter des histoires, donc je me dis on part de loin quoi, donc il va falloir vraiment bosser. Et surtout en étant journaliste à France Info et en reportage et en présentation, finalement très souvent, je sais pas moi, un car s'est couché sur le bord de la route, on a quelqu'un de la préfecture en ligne, on va lui poser des questions assez basiques pour savoir ce qui s'est passé, ça dépend évidemment des cas de figure, ou bon bref. Mais très souvent ça se déroule assez simplement, il n'y a pas d'enjeu narratif, je veux dire. Puis pour le coup, moi j'étais vraiment un journaliste très news, très actu, je me posais pas trop ce genre de questions. Peut-être d'ailleurs que d'autres reporters avaient un peu plus en tête le côté je vais raconter une histoire, et peut-être que ça aurait été une force si j'avais ça en tête, si j'avais eu ça en tête à l'époque. Mais bon bref, je me suis dit voilà, il va falloir que j'apprenne à raconter une histoire. Et donc je me suis documenté tout bêtement, c'est-à-dire j'étais sur YouTube voir des vidéos, j'ai commandé un bouquin que j'ai lu sur l'écriture de scénario, sur le storytelling, sur comment est-ce qu'on crée une histoire, les choses à mettre en avant, comment on choisit un personnage, qu'est-ce qui est intéressant. C'est des trucs du type, en résumé, quelqu'un qui va bien et qui après va encore mieux.
c'est pas une histoire. Enfin, ça manque de haut, de bas, de combat, de lutte. Et donc typiquement, quand je choisis dans le Parisien les différentes histoires à raconter, je vais aller plutôt vers des histoires type Blanche Gardin, qui a eu beaucoup de mal au début, qui a failli se suicider quand elle avait 17 ans, qui a fait un mois en hôpital psychiatrique, et qui aujourd'hui réussit au plus haut niveau. Je vais aller plus vers ce genre d'histoire que juste une success story où quelqu'un allait très bien et, voilà, et après effectivement va encore mieux. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai dû travailler. Et après, donc, quand je parlais de la construction des interviews, vraiment l'idée c'est de poser des jalons, de tendre des perches aux journalistes qui seront en face de moi au micro pour qu'ils racontent l'histoire. Et en gros, toutes mes questions, en fait, je pourrais les couper au montage. Je le fais pas pour à la fois pour gagner du temps et à la fois pour un peu un souci de dynamisme. Il y a un petit côté ping-pong comme ça qui peut être pas mal. Mais vraiment, en gros, pour virer toutes mes questions, le journaliste en face de moi raconte l'histoire. Et du coup, c'est comme ça que sont basés le plus possible les épisodes de Code Source. Et voilà, pour le coup, en tout cas, à vivre, c'est plutôt intéressant parce que c'est un truc que je savais pas du tout faire, que je suis en train d'apprendre. À chaque fois, je me dis comment faire une meilleure chute, ou tiens, là la chute elle est un peu longue. Et on revient sur l'histoire de la durée. C'est-à-dire on peut faire un bon épisode de 21 minutes, mais si l'épisode il est mieux et si la chute, la fin est mieux réussie en 18 minutes, il faut la ramener à 18 minutes. Ouais. On a tous connu ça, un film qu'on a trouvé bien, mais on peut se dire à la fin, par contre, je me suis un peu ennuyé. Bon, mais c'est dommage, quoi. Donc à chaque fois, et alors le problème, c'est qu'il faut le faire, on le fait chaque jour. Donc des fois, typiquement, ça peut arriver que des épisodes de Code Source ne soient pas assez bien montés. Voilà, ça peut arriver parce qu'on bosse. C'est comme tous les afflux tendu. Urgence. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un travail de tous les instants. Ça nous préoccupe beaucoup de comment raconter une histoire avec un bon début. Encore une fois, des hauts et des bas, plein de combats, etc. au cœur de l'épisode. Et puis une chute réussie qui soit satisfaisante. Et ce qui est intéressant, c'est que on fait ça mais sur de l'actualité. Donc en fait, tout doit être vrai. Et ça, c'est comme n'importe quel journaliste, on va toujours faire gaffe à ne pas laisser passer d'erreurs, à ne pas faire de coquilles, etc. Et voilà. Donc c'est une des difficultés que moi j'ai identifiées au début et qui a été une nouveauté pour moi aussi, et c'est un peu une des différences aussi peut-être entre nos deux programmes, c'est que nous on a choisi tout de suite un biais d'incarnation assez fort. C'est-à-dire que le podcast, c'est un type d'écriture, même s'il est extrêmement divers et qu'on voit qu'il se diversifie de plus en plus, quand même à la base, c'est plutôt un format de l'intime. C'est un format où on parle de soi, on donne beaucoup de soi et on laisse entendre beaucoup de choses de soi. Il y avait une difficulté qui était de trouver le juste dosage entre incarner ce programme, c'est-à-dire voilà, d'être très transparent sur qui je suis, d'où je parle, qui j'étais, quel personnage je suis dans mon incarnation du programme, et en même temps de ne pas aller trop loin là-dedans parce que, comme disait Jules, on fait de l'actualité, donc c'est quand même l'info qu'on raconte, l'histoire qu'on raconte qui prime, et nous, quelque part, il faut qu'on soit légèrement en retrait, que ce soit par rapport à notre invité ou par rapport à notre histoire. Donc c'est un dosage qui est assez subtil. On arrive peu à peu, au bout de 200 épisodes, heureusement, à toucher quelque chose qui, moi, me satisfait vraiment. Et c'est vraiment par petites touches comme ça. Alors, je ne sais pas comment toi, tu gères cette nécessité-là, ou si tu as gardé nos vieux réflexes de France Info, où nous ne sommes que des robots, quelque part, des micros, des micros humains. Nous sommes des robots. Non, oui, c'est ça. Pour le coup, je suis absolument d'accord sur le côté que le podcast est un média plus de l'intime. Je l'ai vu notamment au niveau du ton. Je me suis aperçu au début de Code Source que j'avais tendance un peu à gueuler au micro, à parler très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on bosse en radio, déjà, il y a plusieurs personnes dans le studio en général. Il peut y avoir un chroniqueur, il peut y avoir un autre journaliste. Le technicien, souvent, est à 10 mètres derrière une vitre. Donc c'est très bête, mais quand on parle, j'ai toujours essayé de parler au technicien, mais quand on parle à quelqu'un qui est derrière une vitre, on a tendance à parler plus fort. En tout cas, Radio France, c'est comme ça que les studios étaient faits pour l'essentiel. Et donc, il a fallu en gros parler un peu plus doucement. Et puis, on a un peu plus la conscience quand on présente un podcast qu'on parle à une personne qui a ses écouteurs dans le métro ou ailleurs, ou sur son vélo. Donc, il y a ce côté plus intime. C'est dangereux sur le vélo quand même. Pardon ? C'est dangereux sur le vélo quand même. Oui, mais bon. Plein de gens le font visiblement. Et sinon, sur les histoires un peu de bio, etc. Pareil, j'ai bien compris que c'est dans l'univers podcast. Pour le coup, moi, j'ai pas à le faire. Ça s'est fait comme ça. Claudia le fait un peu plus. Claudia Prolongeau, donc la reporter de Code Source. Voilà. Donc en gros, je parle jamais de moi, etc. Ce qui me convient. Après, c'est vrai que pour le coup, j'imagine qu'il y a d'autres journalistes dans la pièce. Souvent, les journalistes ont un peu du mal à se mettre. C'est une vraie difficulté en avant.
Voilà. Enfin, moi, clairement, je le fais pas du tout, mais effectivement, je vois tout à fait l'idée. Ça marche, franchement, ça marche bien sur plein de podcasts au début. Voilà, quand j'étais petite, j'adorais aller à la plage et je me disais ça et tout. Pourquoi ça crée une émotion? Et ça, pour le coup, c'est un truc intéressant et qu'on intègre aussi chez Code Source, notamment dans les récits témoignages. Finalement, l'émotion, qui est quelque chose que je mettais moi à distance en tant que journaliste, beaucoup de gens aujourd'hui, depuis plusieurs années, disent voilà, c'est aussi une façon de faire passer de l'information, l'émotion. Et donc, quand un narrateur, ou quand un présentateur, un animateur de podcast parle un peu lui, ça crée d'entrée un lien. Et en fait, finalement, je parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir des personnages. Finalement, l'animateur d'un podcast, c'est le premier personnage, en fait. Donc voilà. Oui, c'est la nécessité de devenir soi-même un des personnages, d'être le personnage en fait récurrent de son propre podcast. Mais encore une fois, la difficulté, c'est de pas aller trop loin là-dedans, parce que sinon ça deviendrait un étalage assez désagréable. Et tout, quelque part, ce qui est intéressant, ça n'est pas ma vie à moi, mais plutôt les histoires qu'on raconte. Est-ce qu'on prend des questions? Parce que le temps passe, et il est 30. Je lis dans tes pensées. Incroyable. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a des retours sur nos audiences, Jules? Oui, alors on a des retours. Alors ils ont l'air plutôt bons pour ce que j'en sais. Alors mais pour parler très concrètement, quand on fait un podcast, en tout cas pour nous, il y a un petit logiciel qui s'appelle Pipa. On télécharge notre fichier qui est un MP3 sur Pipa, et sur Pipa, on a des données d'écoute, de nombre d'écoutes sur les différentes plateformes en fait. Et donc moi, en tant que rédacteur en chef de Code Source, je préfère ne pas aller sur Pipa en fait. Vraiment. Pourquoi? Parce que j'essaie d'avoir une vision de long terme, j'essaie de créer un rendez-vous, de créer un peu un style. Pareil, ça va s'affiner avec le nombre des numéros. Et je veux pas me dire tel numéro a cartonné, donc on va plutôt faire ça, et tel autre numéro cartonne moins. Et je sais bien, pareil, parce que je suis journaliste depuis 20 ans, que certains types de sujets font moins d'audience, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut pas les faire, quoi. Faut pas s'arrêter à ça. Donc voilà. Donc en clair, j'ai pas vraiment tous les chiffres. Je sais qu'ils sont plutôt bons en ce qui nous concerne. Voilà. C'est aussi parce qu'on s'appuie sur la force de frappe du Parisien qui push l'épisode tous les soirs. Sur la chaîne YouTube, il y a déjà, je sais pas, peut-être 150 000 abonnés, et nos podcasts sont aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai pas les chiffres vraiment très très précis, mais je pense que c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par podcast, qui me semble bien dans l'univers des podcasts. C'est un peu la même histoire pour Programme B. Je n'ai pas accès aux audiences volontairement. J'ai demandé à ne pas les avoir. C'est Lorraine, donc la productrice de l'émission, qui les a. Et l'équipe, évidemment, de direction de Binge. Je connais juste les tendances. Je sais qu'elles sont aussi plutôt à la hausse, voire même complètement à la hausse. Et que, pareil comme Jules, j'ai tendance à me dire qu'il faut garder de notre côté à nous une vision assez globale, et qu'effectivement, il y a des épisodes. On sait par exemple que les sujets climat fonctionnent assez mal. Ne me demandez pas pourquoi, c'est fou. Vu l'ampleur de la problématique, c'est quand même fou, mais c'est vrai. Les sujets climat fonctionnent assez mal. Et du coup, mais c'est quand même des sujets qu'il faut défendre. Donc c'est des sujets que nous on continuera à faire, même s'il y a des érosions au niveau d'audience. Donc voilà, c'est plutôt une protection. Joël Renez, le patron de Binge Audio, dans la salle. Il écoute tout ce que je dis, faut pas que je dise de conneries. C'est ça que je parle pas de chiffres. Il suit Thomas Rozek. Ah, toi tu les as les chiffres, vas-y, donne les chiffres, Jules. Joël. Les données pour Code Source. Tu les as aussi? Parce qu'en fait, il y a un truc, les gens confondent toujours le nombre d'écoutes cumulées par épisode, par podcast, et les auditeurs. Bon, l'ordre de grandeur, et j'encourage tout le monde à rester sur cet ordre de grandeur, parce que c'est celui qui est norme IAB 2.0, de ce que vous voulez, voilà, c'est le nombre d'écoutes cumulées par mois, par podcast. C'est-à-dire le nombre total d'épisodes rapporté sur un mois, et donc le nombre d'écoutes cumulées. Le nombre d'écoutes cumulées ou téléchargement ou download. Pour Code Source, c'est le deuxième programme de Binge Audio. Programme B. Oui, pour Programme B. Merci. Alors, il faut juste rappeler que Binge a conseillé le Parisien pour la création de Code Source. Tout à fait. On a des intérêts des deux côtés de cette table. C'est à peu près 300 000 écoutes cumulées par mois pour Programme B aujourd'hui. C'est le deuxième podcast de Binge Audio, puisque le premier, c'est Les couilles sur la table de Victoire Toyon, qui fait à peu près 500 000 écoutes cumulées. Et l'ensemble du studio, aujourd'hui, avec le périmètre actuel, c'est 1,7 million d'écoutes cumulées. C'était 2 millions, c'est un peu plus bas, parce qu'on a des programmes qu'on a arrêtés ou qu'on a fait autrement. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc quand on voit des podcasts communiquant en auditeur, non, c'est pas bon, c'est le nombre d'écoutes cumulées par mois. Par épisode, un épisode de Programme B qui marche bien, pour donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre de 10-15 000 écoutes cumulées. Un épisode des couilles, mais il y en a 20 par mois. Un épisode des couilles sur la table qui marche bien, c'est de l'ordre, par exemple, le Virginie Despentes qu'on a fait avec Victoire, il va atteindre les 100 000 écoutes. C'est le plus gros score de Binge Audio. Voilà, c'était pour donner quelques chiffres, parce qu'on est entre gens qui aiment les chiffres. Tout à fait. Merci Joël. Qui finance
Qui finance? Code Source, c'est Le Parisien. En C'est Le l'occurrence. Parisien, Voilà. le groupe Les Échos Le Parisien. Ouais. Et Programme B, c'est Binge Audio, qui a une. Tu veux parler encore, Joël, ou pas? C'est On va Joël, voir en fait. si je dis pas trop de conneries, il va corriger si je dis des bêtises. Binge Audio est une structure financièrement mixte, on va dire. C'est-à-dire qu'un quart de nos revenus à peu près proviennent de la publicité, du sponsoring. Donc il peut arriver que nos podcasts soient accompagnés d'une pub au début du programme. Voilà. C'était le panel de Soraya Karchaoui-Métignan juste avant, qui est dans la salle aussi. Tout Binge Audio est là. Il y a la plupart de nos revenus, l'essentiel de nos revenus proviennent de la production déléguée pour des tiers. C'est-à-dire que nous intervenons pour des médias, des marques, des institutions aussi. On a travaillé notamment pour l'Université Paris-Saclay, par exemple, qui nous commande des programmes régulièrement. Voilà. Donc on intervient soit en marque blanche, c'est-à-dire que Binge Audio ne fait qu'un travail, une prestation technique et éditoriale de fabrication, ou alors c'est des coproductions. Dans ces cas-là, on a nous un investissement éditorial qui est plus fort. Notamment, on a fait un programme avec Twitter il n'y a pas longtemps qui s'appelle Derrière le tweet, qui était animé par Anouk Perry, qui raconte des histoires de personnalités de Twitter. Là, il y a eu un travail de collaboration réel entre Twitter et nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont laissé quand même les coups des franches éditorialement pour travailler. Voilà. Et puis sinon, le groupe Le Parisien et Les Échos est aussi actionnaire de Binge Audio, actionnaire minoritaire, je crois, pour un tiers à peu près. 33,34%. Merci Joël. Voilà. Oui, tout au fond. Allez-y. Alors moi, je vais commencer. Ouais, Pour le vas-y. coup, en ce qui concerne Code Source, je n'interroge pas des journalistes, c'est-à-dire que je permets à un journaliste print de donner une déclinaison audio à son travail de journaliste print. Mais c'est pas une interview de journaliste. Je sais pas si la nuance est claire. C'est-à-dire que je vais donner un autre exemple, mais c'est comme si on demandait à un journaliste de print de faire une vidéo, et c'est comme si on lui disait, vas-y, fais la vidéo. Forcément, il aura du mal, ce journaliste print, à faire une bonne vidéo de 2 minutes qui se tienne avec. Donc là, l'idée, c'est que je suis là pour aider les journalistes print à accoucher de leur histoire, en fait. Mais c'est pas une interview de journaliste. Je sais pas si, pour le coup, c'est un peu différent avec Programme B, j'imagine, mais voilà. Pour le coup, moi j'interviewe des journalistes de temps en temps, hein, pour de vrai. Après, on essaye effectivement d'avoir un dosage dans nos invités, de faire attention déjà en termes de parité. Ça nous tient pas mal à cœur. On fait un espèce d'observatoire interne de la parité. On publie des chiffres tous les mois pour essayer de voir à peu près si on respecte les règles qu'on s'est imposées nous-mêmes. Et puis aussi de diversité de parole. Donc nous, en fait, majoritairement, plutôt que des journalistes, c'est plutôt des chercheurs et des chercheuses. C'est plutôt des gens du monde universitaire qu'on va interroger parce que on aime bien, sur des sujets, prendre 20 minutes pour en discuter. Souvent, un sociologue ou un historien, une historienne vont avoir des choses plus en longueur à raconter qu'un journaliste qui va parfois être un peu plus factuel. Donc là, il va falloir faire plusieurs interviews éventuellement. Mais c'est vrai que c'est un sujet, et c'est une source d'interrogation, et c'est une question qu'on n'évite pas, effectivement. Mais oui, c'est un sujet, pour le coup. D'autres questions? Ah, oui. Pour les séries de reportages, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a pas mal de journalistes qui nous proposent des sujets et qu'on va travailler avec eux pour essayer d'organiser une narration en plusieurs épisodes et ça, parce que des fois ils arrivent juste avec une bonne idée de reportage et nous on voit derrière une structure narrative, une manière de dramatiser un peu ce que je vais raconter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une progression dans l'histoire et donc on va nous les aider à organiser leur histoire. Puis des fois on a des envies et typiquement la famille Sackler c'était un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps et on a mis du temps à trouver la bonne personne avec qui le faire et on a rencontré Lucas Armati qui travaille aussi pour Télérama aux États-Unis et avec qui ça s'est bien passé et on s'est dit bah tiens lui on va lui proposer de le faire si ça l'intéresse, si ça l'a intéressé et voilà. Donc c'est un peu de deux, on va dire un sujet sur deux, c'est nous qui le proposons et le mois suivant ça va être une proposition d'un journaliste. Voilà. Oui. Plateforme. Ouais. Comment vous voyez l'évolution de ces plateformes par rapport au podcast? Est-ce que l'avenir, par exemple, pour Binge, c'est vraiment d'être propriétaire de cette plateforme de A à Z et de s'affranchir
des autres plateformes, comme par exemple peut le faire d'autres médias sur la vidéo. Alors, c'est une question pour la direction de Binge Audio, mais je vais tâcher d'y répondre. La prochaine fois, c'est toi qui fais le panel, Joël. Et à titre personnel, j'en suis pas persuadé que ce soit là forcément l'option à suivre. J'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, parce que je suis pas spécialiste de la question, que l'audience des podcasts elle est plus éclatée et diverse. Et elle n'est pas forcément attachée à une plateforme en particulier. Et ça peut être, à mon avis, dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Après, il y a des stratégies médiatiques qui sont différentes. Pour l'instant, nous, c'est pas celle qu'on a choisie. On choisit d'être multidiffusé, ce qui est plutôt la philosophie du podcast à la base, c'est d'être disponible un peu partout sur des tas de supports et d'applis différentes. Et que finalement, c'est l'auditeur qui choisit son mode d'écoute. Et c'est pas nous qui lui imposons. Après, je dis ça aujourd'hui, peut-être que le marché va se structurer différemment et que ce sera un choix qui s'imposera à nous. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui. Ouais. C'est-à-dire ? Ah non, pas du tout. Moi, je suis journaliste. Ouais. Je suis même en CDI, c'est incroyable. Truc de fou. J'ai plaqué mon CDI à Radio France en même temps, donc il fallait bien qu'il m'offre quelque chose. Non, alors nous, on paye les journalistes en tant que journalistes, pour le coup. On s'est astreint à cette règle-là dès le début. En fait, on paye les gens comme ils veulent être payés. Il y a des gens qui, pour le coup, sont intermittents ou ont un statut d'auto-entrepreneur et veulent travailler sous ce régime-là, même si on essaie de les en dissuader. Mais du coup, la plupart des collaborateurs et collaboratrices qui bossent avec Programmé sont journalistes et sont payés du coup comme pigistes avec des contrats de journalistes, tout ce qui est de plus classique. Après, je sais pas où en sont les négociations sur les droits d'auteur. C'est un vaste sujet, ça, Joël Renez. Un panel complet, voilà. Binge Audio ont une rémunération qui est d'une part en salaire et d'autre part qui intègre effectivement la rémunération pour les droits d'auteur. Donc que pour l'instant on paye distinctement nous-mêmes, mais on est en négociation avec la SCAM pour les œuvres documentaires, notamment également les SACD pour les œuvres d'art dramatique, etc., pour pouvoir en fait passer par la gestion collective. Bon. Pour les journalistes, en fait, c'est intégré dans leur contrat de travail. Il y a une part de leur rémunération qui tient compte de la rémunération pour les droits d'auteur. Voilà. C'est un peu technique, mais en tout cas, cette partie, elle est gérée. Donc, c'est pour ça, sur Internet comme ailleurs, contrairement à ce que vous disiez, les droits d'auteur s'appliquent. Ce qui n'est pas en place, c'est les circuits, notamment de la gestion collective. Les accords avec la SCAM, avec la SACD. La SCAM doit signer avec, par exemple, avec Spotify, avec YouTube, avec, voilà, avec tout un tas de gens, et avec les producteurs, dont nous. Et en fait, c'est des discussions qui sont ouvertes, qui sont toujours un peu longues chez tout le monde. Voilà. Oui. Merci, vous partez du print pour définir vos sujets. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez dû abandonner parce que finalement ça ne se racontait pas bien, ou alors le journaliste n'était pas à l'aise? Est-ce que vous êtes pris par le temps et il y a des sujets que vous avez dû publier contre-cœur parce que ce n'était pas finalement le travail le plus abouti, mais vous êtes pris par le temps? Comment ça se passe Alors, le seul sujet que j'ai pas pu faire, en gros, c'était Carlos Ghosn, parce qu'on n'avait pas juste la bonne personne qui suivait ce dossier-là, mais à l'époque, Carlos Ghosn, ça m'intéressait beaucoup, puisqu'il avait connu des très hauts et des très bas. Donc ça, au niveau storytelling, on est pas mal. Mais voilà, il se trouve que j'avais pas le bon journaliste pour faire ça. Et sinon, ce qui est assez génial, c'est que ça a fonctionné avec tout le monde. Y compris des gens qui me disaient « Oh là là, j'ai eu une mauvaise expérience avec France Bleu, j'étais complètement tétanisé, j'étais bloqué, oh là là, je ne vais pas y arriver ». Et vraiment, ça a marché avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rush. Alors c'est arrivé une seule fois, toute UniTV, donc un rush de 30 minutes, 30-35 minutes, où pour le coup on a refait. La journaliste était très bien, hein, c'était pas du tout la question, mais c'était pour le coup nous qui avions pas assez bien bossé le storytelling. C'était, en tout cas le plan de l'interview, c'était un truc vraiment difficile. C'était le docteur Frédéric Péchier, donc soupçonné d'avoir empoisonné volontairement l'anesthésiste de Besançon. C'était super dur à raconter parce que c'est une histoire qui est assez complexe. Typiquement, les victimes dans cette affaire, il y a quand même, je crois, alors là, vraiment de mémoire, donc c'est vraiment à vérifier, mais je crois que c'est 9 morts, un truc comme ça, 8-9 morts, peut-être plus, je sais plus. Bref, mais en gros, il utilisait les victimes pour mettre mal ses concurrents, c'est-à-dire les autres anesthésistes de l'hôpital. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette affaire, alors je vais essayer de... Là, on y est, là. Enfin, non, mais dans cette affaire, le patient, c'était l'arme, en fait.
Il se trouve que c'est un dégât collatéral et que certains patients mouraient, mais il utilisait un patient pour mettre mal ses collègues. C'est complètement hallucinant. Et donc typiquement cette formule-là, donc c'est Louise Colcombé qui couvre ce sujet, c'est elle qui a sorti cette formule-là. On a mis du temps à la trouver, quoi, pour expliquer le truc, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, ça valait le coup de s'embêter parce que typiquement, il y a une autre personne du service police-justice du Parisien qui m'a dit « Ah, ben, c'est marrant cette affaire, je l'ai mieux comprise en écoutant Louise dans le podcast. » Et c'est un truc aussi qui me tient à cœur et qui me plaît beaucoup dans ce travail, c'est qu'en fait, un podcast de 20 minutes, ça dit beaucoup de choses. Alors, j'ai pas pris le temps de le faire, mais il faudrait savoir combien ça fait de signes. 20 minutes parlées, je sais pas, on est peut-être dans les 20 000, 30 000 signes, j'en ai aucune idée, mais ça fait beaucoup de caractères, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment l'équivalent des papiers longs qu'on peut trouver dans les hebdos, dans M Le Monde, etc. Parce qu'on peut mettre plein de choses, en fait. Voilà, donc là, typiquement, on a dû refaire, mais encore une fois, c'était pas... Louise était très bien au micro, hein, c'est juste qu'on ne l'avait pas pris par le bon bout, quoi, en fait. Donc, voilà. Mais donc sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne à chaque fois. Enfin, ça fonctionne, évidemment, après, à chacun de juger si vous trouvez que l'histoire fonctionne, mais en tout cas, ça marche avec tout le monde, quoi. Il n'y a vraiment personne avec qui ça va être impossible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt chouette. Et c'est marrant parce que souvent les gens me disent « Ah, mais moi je fais pas de radio ». Mais je dis « Mais non, mais tant mieux, enfin tant mieux ». Et ce qui est bien, c'est que comment dire, les gens en face de moi ont vraiment potassé, ils ont tout en tête, mais par contre, je leur interdis d'avoir des notes sous les yeux. Donc ils ont des notes à côté. S'il y a besoin, ils peuvent toujours récupérer les notes, relire un truc, on repose, mais ils ne lisent pas de texte. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est impossible, enfin, je pense, d'improviser et de lire en même temps, quoi. En gros, soit on improvise, soit on lit, mais faire les deux en même temps, c'est super difficile. Et je pense que les journalistes d'audiovisuel qui sont présents peuvent en témoigner. Mais voilà, mais donc ça marche avec tout le monde. J'avais une question, bonjour. Je me posais une question parce que ces 2 dernières semaines, j'ai écouté 2 épisodes, un de Code Source, l'autre des Pieds sur Terre, et le point commun, c'était un accent, une personne qui avait un accent. Moi, je me pose vraiment la question de l'uniformisation de la voix dans les radios et les podcasts. On a tendance à caster les personnages, souvent, et à évacuer les gens qui ont des accents étrangers ou régionaux. Quelle est votre une réflexion moi, on en parlait avec à ça. Thomas parce qu'on parlait de l'un de nos anciens directeurs à France Info qui s'appelle Eric Cavalec. Voilà, et il me disait « Ah, Jules, arrête de dire Rose » parce que moi je suis de Biarritz et je dis Rose et j'ai continué à dire Rose. Et toi aussi, je crois que tu dis Rose. Mais moi, je dis Rose aussi parce que je suis breton et voilà. Et j'y tiens. Et bref, non, mais alors très honnêtement, chez Code Source, en tout cas, on ne choisit pas nos intervenants en fonction de l'accent. Alors pour être tout à fait transparent, moi en tant que Red Chef d'un truc audio, ma seule réserve, ma seule limite sur les voix et les gens qui vont parler ou pas parler dans un podcast, c'est juste la compréhension en fait. Et donc ça c'est valable pour des histoires soit vraiment d'élocution avec problème d'élocution extrême, ou soit accent parce que c'est quelqu'un qui parle le français pas de façon fluide. Et là des fois je dirais non, cette personne là on va pas assez bien la comprendre et donc on va pas la mettre sur un podcast de 15 minutes. Et ça, je le reconnais volontiers, parce que si on fait un podcast où pendant 15 minutes on ne comprend rien à ce que dit la personne, ça n'a aucun intérêt, je pense. Ou typiquement, si c'est quelqu'un qui parle pas très bien français, je préférais faire parler cette personne dans sa langue naturelle et qu'on traduise dessus pour qu'on comprenne bien ce que veut dire cette personne, quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne les accents, on n'a jamais... et pour le coup, à France Info, en 15 ans, j'ai jamais vu quelqu'un dire on la prend pas parce qu'elle a un accent, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. L'accent dans sa pluralité, quoi, comme le genre, on pourrait y penser, ou voilà, on fait attention aux hommes et aux femmes, est-ce qu'on fait attention aussi aux accents, Alors, en interne, chez Code Source, on a une réflexion sur la représentativité des femmes et des hommes, etc. Ce que je trouve chouette. Je pense aussi pourquoi pas aussi se poser la question de la représentativité des niveaux de vie. Et les accents, c'est autre chose, c'est un autre truc, mais comment dire, moi je trouve ça intéressant, hein, l'idée de dire voilà, autant d'hommes que de femmes. Alors déjà, chez Code Source, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'on fait pas mal de faits divers, c'est peut-être 15-20% des sujets. Il se trouve que souvent les tueurs en série sont des hommes. Voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que moi je distinguerais deux choses quand on parle de représentativité des hommes et des femmes, en tout cas dans les médias. C'est les intervenants en tant que spécialistes, genre je sais pas, économistes, sociologues. Et là, moi, je dis, ok, banco pour du 50-50 le plus possible. Mais vu que nous, on traite l'actualité, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes politiques de personnalités politiques qui sont des hommes, beaucoup de tueurs qui sont des hommes, beaucoup de responsables économiques qui sont des hommes, beaucoup de footballeurs, par exemple, qui sont des hommes, même si on a parlé aussi du mondial féminin. Donc du coup, vu qu'on traite de l'actu, c'est super dur à tenir. Et très honnêtement, on n'est pas du tout dans les clous. C'est Jeanne Boisec chez nous qui s'occupe de ça. On est plutôt sur du 70-30 ou du 60-40 au mieux, mais c'est plutôt 70-30 de mémoire.
Voilà, c'est un vrai problème, quoi. Mais après, les accents, très honnêtement, on n'y a pas du tout pensé une seule seconde. Et moi, je dis pourquoi pas aussi. Je sais pas. Enfin bon, bref, pourquoi pas se poser d'autres questions aussi de représentativité, quoi. Sur je me permets de répondre oui, juste pardon. sur les accents. Nous, on a carrément fait un épisode dessus, ça vous pourrez l'écouter, sur la glottophobie. Voilà, sur le fait justement la discrimination liée aux accents ou liée au type de voix un peu qui sortent du cadre, en tout cas de ce qu'on imagine être la norme de la voix. Donc du coup, c'est quelque chose auquel on essaie de faire attention aussi en travaillant avec des journalistes francophones qui sont pas français et qui n'ont pas l'accent français qu'on imagine. Donc avec des journalistes suisses, avec des journalistes au Québec aussi, on a des intervenants du Québec qui sont venus. Donc voilà, on essaye de faire vivre aussi ça. C'est plus un sujet qui est en 3e position par rapport à l'égalité homme-femme et ce type de représentativité-là. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi. Et donc, allons-y. Oui. Nous, on est à 50-50, pour le coup. Ouais. Voire plus 55, 45, 55 côté femme. Ah bon? Ouais. Très bien. On est des radicaux. Cette fâcheuse tendance qu'on trouve notamment à la télévision Oui. d'inviter toujours les mêmes experts. Oui. Moi, du coup, si les gens sont déjà vus à la télé, tout ça, je ne les invite pas la plupart du temps. Voilà. C'est un peu une règle. Ouais, alors juste un mot là-dessus, je vais défendre un peu les médias grand public dont fait partie France Info. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes experts? C'est très simple, parce qu'on va trouver un expert en 5 minutes. Oui. Et il se trouve que ceux qui décrochent en 5 minutes sont toujours les mêmes. Il y a un carnet d'adresses aussi, on pourrait varier le carnet d'adresses. Non, mais alors, franchement, en interne, en tout cas à France Info, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et il y a toujours des gens attachés de production, etc., qui sont attentifs à ça et qui font tout pour ça. Et c'est vraiment un combat des rédacs d'avoir d'autres personnes. Mais et typiquement, c'est un truc, bref. Visiblement, on n'aura pas. On va bientôt terminer. Mais en tout cas, vraiment, dans les rédacs, il y a plein de gens qui font attention à ça. C'est juste qu'après, on travaille dans l'urgence. Et il y a aussi des gens qui sont chercheurs à tel endroit et qui disent « Oh, mais les médias, non, moi, je ne mange pas de ce pain-là, je réponds pas. » Ok, mais dans ce cas, viens pas te plaindre qu'il y ait toujours les mêmes à l'antenne. Et ils seront plus attirés par contre, pour le coup, par le temps long que nous on propose, et puis on s'adapte plus aussi à leur agenda. C'est-à-dire que nous, on n'en a pas besoin. Parce que, voilà, moi aussi, je viens de France Info, je sais comment ça marche aussi. Effectivement, tu en as besoin dans les 5 minutes. Donc, quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes, voire 3 minutes. Donc, nous, on leur dit, c'est la semaine prochaine ou dans 3 semaines si vous voulez, si vous passez à Paris, ou sinon, on s'appelle, on le fait par téléphone. Enfin voilà, on s'adapte beaucoup aussi aux intervenants. Ça aide aussi à diversifier. Il y avait une dernière question, Noémie. Ouais, alors de mémoire, je crois qu'on l'a fait juste une fois ou deux, juste pour des mini bouts de son. C'est juste quelqu'un qui enregistre un texte en fait. Et non. Et pour le coup, c'est pas arrivé souvent chez Code Source, quoi. C'est vrai qu'on l'a pas fait beaucoup non plus, un tout petit peu. Je suis pas fan non plus du doublage. Voilà, je trouve que c'est pas effectivement pas très confortable à l'audio. Voilà, ça fait beaucoup de couches de son. Donc j'essaie d'éviter la plupart du temps. Voilà. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là et qu'on libère Merci la place beaucoup en pour tout cas le de vous être prochain panel. déplacé. Merci beaucoup.